François Bayrou, quelques questions de français enregistrées ces derniers jours. Première question qui vous est posée par Benoît. Depuis une dizaine d'années, une quinzaine d'années même, les prix des logements ont augmenté d'environ 140% en région parisienne. Les Parisiens n'arrivent plus à se loger. Que proposez-vous pour les aider à se loger et notamment à faire en sorte que les prix des logements baissent? Alors deux choses. Un, il faut naturellement qu'on trouve du foncier, des terrains pour pouvoir construire. Et il faut, et s'il le faut, s'il en est besoin, l'État doit intervenir pour le faire. D'abord parce qu'il a des terrains, que les collectivités locales ont des terrains, et que pour les logements sociaux, il y a une règle qui n'est pas appliquée par un certain nombre de communes. Il faut la faire appliquer, y compris en prenant la responsabilité du permis de construire. Deuxièmement, il y a une chose qui pour moi est très frappante. Il y a 500 000 logements qui sont vacants et qui ne sont pas offerts à la location. Pourquoi? Parce que les propriétaires ont peur qu'ils ne soient pas payés, qu'ils aient des ennuis avec leurs locataires. Et dans le même temps, on multiplie les exigences à l'égard des locataires, par exemple avec ces affaires de caution qui sont vraiment terriblement injustes. Parce que si vous êtes un jeune ou un adulte, que vous avez une famille qui peut vous apporter une caution, ça va bien vous entrer. Si vous n'en avez pas, vous ne pouvez pas entrer, même à condition égale de salaire. Je trouve ça très injuste. Et pour répondre à ces deux questions par une seule mesure, je vais mettre en place une mutuelle qui, à partir d'un prélèvement léger sur tous les loyers, permettra de garantir les locataires contre les risques locatifs et fera en sorte qu'il n'y aura plus besoin de caution du tout pour personne. Deuxième question qui vous est posée par Axel. Je voulais savoir en tant qu'étudiante ce que vous envisagez pour les jeunes, donc dans deux domaines. Premièrement, concernant l'accès à tous, donc à l'enseignement et au niveau du rapprochement entre université et école supérieure, comment est-ce que vous voyez ça pour arrêter l'élitisme à la française tel qu'on le connaît aujourd'hui? Et ensuite, une deuxième question, ça serait sur le revenu d'autonomie, enfin l'allocation d'autonomie. Deux parties la proposent concrètement dans leur programme. Qu'est-ce que vous envisagez à ce niveau-là? Est-ce que vous en prévoyez une? Et si oui, quelle différence avec notamment celle du PS et d'Europe Écologie Les Verts? C'est encore une promesse qui ne sera pas respectée. Pourquoi? Le fait qu'on annonce dans un pays qui ne peut plus faire face à ses dettes, qu'on va encore créer des allocations, qu'on va encore mettre en place des aides multiples et variées, il n'y aura pas l'argent pour le faire. En revanche, les systèmes de bourse doivent être rendus plus efficaces et plus justes. Et je propose qu'ils le soient avec en contrepartie une participation des étudiants au soutien des élèves dans les collèges et dans les lycées. Deuxièmement, la première question, c'est quel rapprochement est nécessaire entre les grandes écoles et l'université? Je pense que ce rapprochement est nécessaire pour les deux. Et je pense que ça doit se faire en conduisant ensemble des programmes de recherche et en recevant dans les grandes écoles des étudiants qui ont fait une partie de leur cursus à l'université. Troisième question qui vous est posée par Mathieu. Alors moi je voudrais d'abord vous poser la question si vous êtes pour ou contre ACTA. Pourquoi? Parce que ACTA, je pense que ça va causer des problèmes sur l'accès à Internet. Est-ce qu'on pourra toujours avoir accès à Internet? C'est aussi l'accès aux brevets de recherche, parce que ACTA va normalement poser un copyright sur l'accès des brevets de recherche. Et moi je me pose vraiment la question si est-ce qu'un pays pauvre qui n'a pas l'argent pour payer un brevet de recherche pourra continuer à donner des médicaments à sa population. Donc moi ça me touche vraiment ces deux questions-là, donc je voudrais savoir ce que vous en pensez. Alors juste un mot d'explication pour ceux qui nous écoutent. Ce que c'est ACTA, c'est l'accord commercial anti-contrefaçon qui touche effectivement à préserver les droits d'auteur sur Internet et également à préserver les brevets, notamment sur les médicaments génériques. D'où la question. Tout ça, c'est toujours la même éternelle question. Internet bouleverse le rapport entre les internautes de tout pays et l'œuvre et la création. Et tout le monde cherche difficilement, sans y arriver. En France, ça a été fait Adopi, dont je trouvais que le premier état n'était vraiment pas bon, que le deuxième est discutable, mais qu'il n'y a pas de solution alternative facile. Et ACTA, c'est une disposition plus générale européenne. Les députés européens de mon mouvement qui ont étudié cela ont voté contre l'état actuel de ACTA.
Autre question qui vous est posée par Michel. Je suis mère au foyer. J'ai élevé 3 enfants. Ma fille aînée a presque 28 ans et la dernière a 19 ans. Elles sont maintenant en études qui coûtent très cher. Je n'ai pas travaillé puisque j'étais mère au foyer, donc je n'ai aucun salaire. Et maintenant, les études de mes filles coûtent très cher. Je n'ai aucune subvention et c'est très difficile pour nous dans le foyer. Donc j'aimerais savoir s'il peut y avoir des aides de l'État. Même réponse, je crois qu'on doit pouvoir proposer aux étudiants des bourses avec en contrepartie une partie de leur semaine consacrée à l'université, par exemple à la bibliothèque de l'université pour qu'elle reste ouverte jusque tard le soir, ou à un soutien scolaire auprès des collégiens et des lycéens. Et il faut que ça soit facile, disponible et que ça puisse en effet apporter une réponse précise et concrète à des sujets qui sont aussi difficiles que cela. Mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi cette dame, n'ayant pas de ressources, n'a pas de bourse. Ça, il y a quelque chose qui ne me paraît pas explicable dans cette affaire, parce que lorsqu'un foyer n'a pas de ressources, alors il y a des bourses. Heureusement, nous avons fait ça en France. Question posée par Bouchra. Monsieur Bayrou, donc en fait, je voulais savoir qu'est-ce qu'il pensait de tous ces politiciens qui veulent mettre des référendums en place. Est-ce que lui souhaite aussi solliciter le peuple, lui poser des questions et qu'il puisse pouvoir participer à la vie quotidienne des Français? Parce qu'en fait, ça nous intéresse et on aimerait bien aussi participer de temps en temps sur des questions de la vie quotidienne. Voilà, elle a envie. Eh bien voilà, très bonne idée. Je suis pour qu'on puisse, par référendum, et très tôt dans le mandat, le 10 juin, de la vie quotidienne, faire un référendum de moralisation de la vie publique. Et je vous assure que la moralisation de la vie publique en France, ce n'est pas un sujet secondaire. Et deuxièmement, oui, je pense qu'il doit pouvoir y avoir des référendums d'initiative des citoyens à une condition, c'est que ce ne soit pas des référendums qui braquent une partie du pays contre l'autre. Et je trouve que ça doit être la limite. Un référendum, c'est fait pour que le pays réfléchisse, prenne conscience, prononce des choix, mais cibler une partie de la population aux yeux d'une autre partie. Nicolas Sarkozy a parlé d'un référendum sur la manière dont on devait traiter juridiquement les immigrés. Vous voyez bien que la question qui se pose, ce n'est pas le traitement juridique des immigrés, c'est qu'on puisse enfin, dans un débat, pousser l'exaspération contre un phénomène de société qui est en effet difficile à gérer, mais qui doit mériter une volonté d'unité de la France. À votre idée, c'est donc le Conseil constitutionnel qui déciderait si le référendum est conforme à ce que vous dites? Oui, c'est une piste. D'accord. Dernière question, c'est moi qui la pose, mais elle revient souvent. Le prix de l'essence, l'État doit bloquer le prix de l'essence? Vous voulez que je vous dise quelque chose qui ne va pas me rendre populaire, mais je vais le dire quand même. Dans les années qui viennent, le prix de l'essence et le prix des hydrocarbures augmentera, parce qu'il y a de moins en moins de pétrole disponible sur la planète, en tout cas de moins en moins de pétrole à des prix d'extraction accessibles. Et donc ce qu'il faut, c'est développer une stratégie pour que tous les Français et toutes les familles françaises aient le moyen de baisser leur facture énergétique. Alors, ça veut dire isolation des maisons, ça veut dire pousser les recherches pour qu'il y ait des voitures soit électriques, soit à très basse consommation de pétrole, pousser, inciter à tous les covoiturages disponibles. Tout le reste, ce sont des propositions qui sont uniquement électorales. Quand François Hollande annonce qu'il bloquera les prix de l'essence, par exemple, pendant 3 mois. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, si on veut regarder en face les choses, il faut avoir le courage d'accepter les grandes mutations que notre temps est en train de vivre.